Un millionnaire a laissé l'objet le plus précieux de toute sa fortune à sa seule petite-fille, mais lorsque les parents le découvrent, l'histoire qui suit peut susciter de vives émotions. Toute ressemblance avec des événements réels est purement fortuite. Si vous aimez ce type de contenu, veuillez vous abonner à notre chaîne. Merci. En cette matinée glaciale, l'hôtel Girard, imposant symbole de richesse et de prestige au cœur d'un des quartiers les plus opulents de Paris, est plongé dans un silence presque tangible. Les murs épais et élégamment ornés semblent absorber tous les bruits, créant une atmosphère de tension et d'attente. La grandeur du hall d'entrée, avec ses sols en marbre brillant et ses lustres imposants, reflétait la fortune et le statut que la famille Girard avait accumulé au fil des générations. Cependant, ce matin-là, l'atmosphère est solennelle, lourde du poids de la perte et de l'attente. Monsieur Dubois, l'avocat de confiance de la famille Girard, franchit le portail en fer forgé d'un pas décidé, une mallette en cuir à la main. Ses yeux, derrière des lunettes à monture fine, reflètent un mélange de sérieux et de compassion. Il sait que ce genre de réunion est rarement simple ou sans conflit, surtout lorsqu'un vaste héritage est en jeu. Alors qu'il s'approche de l'entrée, la porte du manoir s'ouvre et il est accueilli par le majordome, dont l'expression rigide cache mal sa nervosité sous-jacente. « Bonjour, monsieur Dubois. Ils vous attendent tous dans le grand hall, » dit le majordome en s'inclinant respectueusement. Alors que Dubois entre, les derniers invités attendus font leur apparition. Amélie Girard, la petite fille de feu Claude Girard, arrive précipitamment, ses pas résonnant dans le silence matinal. Contrairement aux autres héritiers, Amélie est un personnage très contrasté. Sa vie d'artiste l'a éloignée du luxe ostentatoire de ses proches, préférant la simplicité et l'authenticité à l'opulence de façade. Habillée simplement, d'un pardessus usé sur une robe légère et de chaussures confortables, elle ne portait qu'un sac en tissu et un regard déterminé. En entrant, elle remarque les regards froids et calculateurs des autres membres de la famille, parés de leurs bijoux étincelants et de leurs costumes méticuleusement taillés. Les murmures qui l'accompagnent lorsqu'elle traverse le hall sont ponctués de mépris et de dédain. Elle n'a pas l'air de faire partie de la famille, chuchote une tante en ajustant son collier de perles. Est-ce qu'elle mérite vraiment quelque chose ? Se demande un cousin en croisant les bras. Amélie, sentant le poids de l'hostilité, garde la tête haute même si son cœur bat plus vite. Elle s'approche d'une chaise vide en marge du groupe et s'assoit, prenant une grande inspiration pour se calmer. « Bonjour à tous », dit-elle d'une voix plus ferme qu'elle ne l'était, croisant brièvement le regard de chacun. Monsieur Dubois, se rendant compte de la tension, renifle doucement avant de commencer. « Très bien. Si tout le monde est prêt, nous allons procéder à la lecture du testament de monsieur Claude Girard, annonça-t-il en ouvrant sa mallette pour en sortir les documents nécessaires. Un silence encore plus profond s'installa dans la pièce, tous les regards fixés sur lui tandis qu'Amélie tentait de réprimer l'angoisse qui la rongeait, s'interrogeant sur les dernières volontés de son grand-père et sur la façon dont elles allaient orienter son avenir. Tandis que monsieur Dubois dépliait les papiers d'une main ferme, un murmure d'attente emplissait l'air. Les membres de la famille Girard, chacun paré de ses richesses visibles et invisibles, se penchent subtilement en avant, comme s'ils cherchaient à saisir chaque mot avant qu'il ne soit prononcé. Selon les souhaits de monsieur Claude Girard, commença Dubois, sa voix calme et contrôlée se répandant dans la pièce avec autorité, la majorité de sa fortune sera destinée à des œuvres de charité. Un murmure de surprise et de mécontentement parcourt le groupe, les expressions passant de l'anticipation au choc. Les institutions désignées recevront 80% du total des actifs, reflétant ainsi le désir du défunt de contribuer à un monde meilleur. Il a fait une pause, regardant par-dessus ses lunettes avant de poursuivre. Les 20% restants seront divisés en parts égales entre vos enfants. La nouvelle est accueillie avec un mélange de soulagement et de déception palpable. Il s'agit d'une somme considérable, mais nettement inférieure à ce que beaucoup attendaient. Puis, d'une voix qui semblait avoir encore plus de poids, Dubois annonça « Enfin, l'objet le plus précieux de vos biens, un bien d'une valeur inestimable, sera légué exclusivement à votre petite-fille, Amélie Girard. » Les regards, jusqu'alors dispersés en chuchotements et en frustration, se tournent alors vers Amélie. La jeune artiste, dont la présence avait jusqu'alors semblé être un pis-aller. Le choc est évident sur les visages des personnes présentes, et la salle, qui était auparavant tendue, est maintenant chargée d'une énergie presque électrique.
Les oncles d'Amélie, hommes et femmes habitués à mesurer leur estime de soi et leur statut à l'aune de l'or et des pierres précieuses, ne peuvent cacher leur indignation. « C'est absurde !» s'exclame l'un des oncles, un homme costaud à la moustache bien taillée. « Comment notre père peut-il laisser le plus précieux des biens à quelqu'un qui connaît à peine le sens de la richesse ? C'est une insulte !» reconnaît une tante dont la voix tremble autant que les bracelets qu'elle porte au poignet. Elle vit comme une roturière, et voilà qu'on la récompense comme si elle était la favorite de notre père. Amélie, au centre de ce maelstrom de rancœur et d'envie, ressent chaque regard comme une flèche dans sa poitrine. La surprise d'être désignée comme héritière d'un bien si précieux la laisse temporairement sans voix. Elle se sent mal à l'aise, sachant à quel point ses proches la méprisent pour ses choix de vie modestes et sa carrière artistique, qui l'éloignent des affaires lucratives de la famille. Elle déglutit et se lève lentement. Tous les regards étaient braqués sur elle, certains curieux, d'autres clairement hostiles. « Je ne m'attendais pas à cela », commença-t-elle, la voix teintée d'incertitude. « Je sais que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas les choix que j'ai faits ou la façon dont je vis, mais je veux que vous sachiez que je respecte profondément l'héritage de notre grand-père et ceux qui l'entendaient par ce geste. » L'avocat intervient, peut-être pour alléger la pression qui pèse sur elle. « Monsieur Girard avait ses raisons, et elles ont été mûrement réfléchies, » dit-il en adressant à Amélie un regard d'encouragement. Je crois qu'il a vu en Amélie une étincelle de quelque chose qu'il appréciait lui-même. La tension ne s'est jamais vraiment dissipée, mais les paroles d'Amélie ont semblé apporter une nouvelle perspective à certains, tandis que d'autres ont gardé leur sentiment de rancœur à peine dissimulé. La réunion se poursuit, mais le sort de l'objet le plus précieux de Claude Girard a déjà tracé de nouvelles lignes dans la tapisserie complexe de la famille Girard. Dans les jours qui suivent la révélation du testament, Amélie constate un changement remarquable dans la façon dont sa famille la traite. Les mêmes oncles qui avaient auparavant à peine reconnu sa présence ont commencé à l'aborder avec un sourire un peu forcé sur les lèvres et des compliments qui semblaient aussi vides qu'une promesse non tenue. Ils l'invitent à des dîners dans leur somptueuse demeure où le vin est cher et les conversations superficielles. C'est un changement de comportement radical qui contraste fortement avec l'indifférence manifestée lors de l'enterrement de ses parents. Alors qu'Amélie n'était qu'une enfant, elle a perdu ses deux parents dans un tragique accident de voiture, un souvenir qui porte encore les traces d'un douloureux silence dans sa vie. À l'époque, son oncle et sa tante avaient à peine pris la peine de la consoler ou de la soutenir, la laissant dans la solitude de son chagrin, tandis que son grand-père la prenait sous son aile protectrice. La froideur de sa famille pendant ces jours sombres contrastait maintenant avec l'accueil chaleureux qu'elle recevait, un accueil teinté d'intérêt et de calcul. Chaque invitation à dîner, chaque compliment qu'Amélie reçoit semble avoir un poids, une monnaie d'échange. Derrière les sourires affables et les verres de vin levés dans sa direction, elle sentait les rouages des stratégies se mettre en place. Les oncles, conscients de la valeur potentielle de l'objet mystérieux laissé par Claude Girard, semblaient prêts à réécrire leur relation avec Amélie dans l'espoir d'obtenir quelque chose en retour. Lors de l'une de ces réunions, alors qu'un oncle la complimente sur son étonnant sens du style artistique, chose qu'il n'avait jamais mentionnée auparavant, Amélie sourit poliment. Mais son esprit analyse les intentions qui se cachent derrière ces mots. Elle sait que ces dîners n'ont rien à voir avec la réconciliation ou l'affection sincère, mais plutôt avec l'envie et la cupidité. « Tu devrais vraiment venir nous rendre visite plus souvent, chère Amélie », dit une tante en lui servant une nouvelle assiette de mets raffinés. « C'est tellement agréable de voir la famille réunie. Sais-tu que nous t'avons toujours tenu en haute estime ?» Amélie acquiesce, gardant son calme, même si chaque mot lui donne envie de s'éloigner de la table. Elle se souvint des nombreuses fois où elle s'était sentie isolée lors des réunions de famille, lorsque personne ne semblait la remarquer. Aujourd'hui, elle était soudain la coqueluche de la famille, un changement qui ne pouvait être attribué qu'à l'héritage de son grand-père. Au fond d'elle-même, Amélie aurait aimé que les choses soient différentes, que sa famille se soucie vraiment d'elle au-delà de la valeur de son héritage. Mais elle ne peut pas se laisser berner par les apparences. Avec sa perception aiguisée par les expériences passées, elle sait qu'elle doit être vigilante et préparée à toute manœuvre de ses oncles. Alors, au fil des invitations et des dîners, Amélie élabore ses propres plans, renforce sa position et s'assure qu'elle ne sera pas manipulée. Elle a appris à lire entre les lignes, à comprendre que tout sourire n'est pas forcément un signe d'amitié
et que derrière chaque geste de politesse peut se cacher un complot. Son grand-père lui avait enseigné beaucoup de choses, et l'une d'entre elles était la prudence, une leçon qu'elle mettait à profit à chaque pas qu'elle faisait. Par un après-midi brumeux qui laisse présager des tensions cachées, Amélie est subtilement entraînée dans un coin reculé de l'immense salle par son oncle Lucien, un homme dont le maintien impeccable dissimule à peine l'avidité qui brille dans ses yeux. La faible lumière qui s'infiltre à travers les vitres colorées projette des ombres sur son visage, lui donnant une expression presque sinistre. « Amélie, ma chère, nous devons parler d'un sujet assez délicat », commença Lucien, sa voix grave bouillonnant d'une urgence fabriquée. Il regarda autour de lui, s'assurant que leur conversation privée resterait ainsi. « Il y a certains aspects de votre passé qui pourraient ne pas être vus d'un bon œil par des gens, disons, de haute stature morale. » Amélie l'observe, le cœur battant d'un mélange d'inquiétude et de dédain. Elle connaissait bien le jeu de Lucien, mais chaque mot qu'il prononçait restait comme une épine dans le pied. « Vous voyez ce que je veux dire. Abandonner tes études, renoncer à une carrière prometteuse dans l'empire commercial de ton grand-père pour... Quoi? Peindre? Amélie, c'est imprudent. Et si les mauvaises personnes l'apprenaient, cela pourrait ternir ton image et celle de la famille, murmura-t-il, son visage inquiet ne faisant que masquer sa véritable intention. La jeune artiste sentit une vague de colère remonter le long de sa colonne vertébrale, mais elle la maîtrisa, choisissant ses mots avec soin. « Oncle Lucien, » commença-t-elle, la voix calme mais portée par une fermeté qui la surprit. « Je sais exactement ce que je fais. J'ai choisi une voie qui m'apporte le vrai bonheur, ce qui, je le crains, est un concept étranger pour vous. » Lucien fronce les sourcils, ne s'attendant manifestement pas à une telle résistance. « Amélie, ne soyez pas naïve, j'essaie de vous aider. Vous risquez de graves conséquences si je... » Il marqua une pause, laissant planer la menace comme un brouillard toxique. « Si tu fais quoi, mon oncle? Me faire chanter? Me dénigrer auprès de la famille? Au monde entier ?» Amélie s'avance et le regarde droit dans les yeux. « Fais ce que tu veux. Dis à tout le monde que j'ai abandonné une carrière dans l'entreprise pour suivre ma passion pour l'art. Il n'y a pas de honte à poursuivre ses rêves. » Lucien a l'air choqué, sa surprise lui faisant perdre momentanément son calme. « Tu joues avec le feu, Amélie. Vous pourriez perdre beaucoup. »« Et qu'est-ce que tu perds, mon oncle? La chance de manipuler quelqu'un qui n'a pas peur de toi? Qui ne vit pas selon tes critères matérialistes ?» La voix d'Amélie s'intensifie et résonne dans la salle presque vide. « J'ai vécu trop longtemps dans l'ombre de ce que vous appelez les bonnes attentes. Ce n'est plus le cas. » Lucien se mordit à l'intérieur de la joue, évaluant sa nièce avec un nouveau respect réticent. « Tu pourrais le regretter, Amélie. Ou peut-être que c'est vous qui le regretterez, mon oncle, » répond-elle avec un sourire serein. « Après tout, contrairement à ce que tu penses, je ne suis pas seule. J'ai des amis, de vrais amis qui apprécient ce que je suis, et non ceux dont j'hérite. » D'un signe de tête provocateur, Amélie laissa Lucien seul, sa silhouette disparaissant dans les ombres de la salle comme si elle faisait partie de la brume extérieure. Elle se sentait pleine d'énergie, même si elle tremblait encore un peu. Elle avait affronté l'une de ses plus grandes peurs et s'en était sortie intacte. À chaque pas qu'elle faisait loin de Lucien, elle avait l'impression de se diriger vers un avenir où elle serait maîtresse de son destin, où le chantage et les menaces d'un homme amer ne pourraient plus l'atteindre. Amélie est épuisée. La surveillance constante et les manipulations de sa famille sont devenues un fardeau trop lourd à porter. Déterminée à mieux comprendre les racines de ces conspirations et armée d'une ferme résolution, elle prend une décision qui va tout changer. Par une journée nuageuse d'automne, elle se rend au manoir de son grand-père, un lieu qui résonne désormais du silence de ses souvenirs et de ses secrets. À son arrivée, la grande maison ressemblait plus à un mausolée qu'à un foyer, les lourds rideaux se fermant à la lumière du jour, comme pour protéger les secrets que les murs renfermaient. Amélie sent le poids de l'histoire familiale dans chaque pièce qu'elle traverse, jusqu'à qu'elle atteigne enfin le bureau de son grand-père, un endroit où elle s'est toujours sentie en sécurité et aimée. Les mains tremblantes, elle ouvre le tiroir du lourd bureau de chêne et trouve le journal de Claude, un volume relié en cuir qu'elle porte avec révérence jusqu'au grand fauteuil près de la cheminée. S'asseyant, elle commença à feuilleter les pages remplies d'une écriture élégante et hâtive. Les révélations contenues dans les pages du journal furent un mélange de choc et de soulagement.
Claude avait beaucoup écrit sur ses inquiétudes concernant la nature prédatrice de ses enfants et de ses frères et sœurs, sur sa déception face à la cupidité qui semblait corrompre le cœur de la famille Girard. Mais parmi ses confessions, sa fierté à l'égard d'Amélie transparaissait. Il a écrit « En Amélie, je vois la flamme de la véritable intégrité et du courage. Elle se connaît et suit son cœur, ignorant les promesses de richesse et de statut. Elle est la seule capable de perpétuer l'héritage de notre famille avec l'honneur qu'il mérite. » En lisant ces mots, Amélie sent une boule se former dans sa gorge. Les larmes ont commencé à couler librement, non seulement de tristesse, mais aussi de gratitude. Savoir que son grand-père la comprenait si profondément et lui faisait confiance par-dessus tout est un immense réconfort. Non seulement il l'avait choisie comme héritière de ses biens les plus précieux, mais, plus important encore, il l'avait choisie pour perpétuer les valeurs qu'il chérissait. Les larmes tombent sur les pages de son journal, chaque goutte témoignant de l'amour et de la nostalgie qu'elle éprouve. Amélie ferma les yeux un instant, s'autorisant à ressentir pleinement la présence de son grand-père dans cette pièce, l'enveloppant comme une étreinte chaleureuse. Lorsqu'elle sécha enfin ses larmes et se leva, ce fut avec une force nouvelle. Après avoir découvert dans le journal les mots pleins de confiance et d'amour de son grand-père, Amélie a continué à explorer le bureau, poussée par une vague de nostalgie et de détermination. Se sentant guidée par une force presque palpable, elle se dirige vers la chambre qui fut celle de son grand-père, un espace qui conserve encore le parfum subtil de son après-rasage et le toucher méticuleux de sa présence. À côté du grand lit imposant, il y avait une petite table de nuit en bois foncé. Dans un élan intuitif, Amélie ouvre le tiroir du haut, espérant y trouver d'autres documents ou peut-être des souvenirs oubliés. Au lieu de cela, ses yeux s'illuminent lorsqu'elle aperçoit une pile de papier soigneusement pliée. Ce sont des dessins de son enfance, des gribouillages colorés de paysages, d'animaux et de rêves fantastiques. Chacun d'entre eux était préservé, comme s'il s'agissait d'un trésor. Amélie ramasse les dessins d'une main tremblante et les étale délicatement sur le lit. Les images vibrantes lui rappellent les doux et clairs souvenirs des après-midi passés aux côtés de son grand-père. Elle pouvait presque l'entendre, sa voix grave et chaleureuse, louant ses chefs-d'œuvre, l'encourageant à ajouter un arbre ici, un oiseau là. Il avait toujours cru en son art, même lorsqu'elle n'était qu'une enfant jouant avec des crayons de couleur. En fermant les yeux, Amélie se plongea dans ses souvenirs, dans la sécurité et l'amour qu'elle ressentait lorsqu'elle dessinait sous l'œil attentif de son grand-père. Il ne l'avait jamais poussée à suivre les chemins traditionnels de la richesse et du pouvoir, choisissant plutôt de soutenir la passion qui palpitait clairement dans le cœur de sa petite fille. Inspirée par ces souvenirs, Amélie a ressenti un regain de force. Plus que jamais, elle sait qu'elle a la responsabilité et le privilège d'honorer les dernières volontés de son grand-père. Il avait vu quelque chose en elle, quelque chose qu'elle avait peut-être elle-même du mal à voir parfois, mais qui semblait maintenant briller clairement devant ses yeux. Rangeant soigneusement les dessins dans son sac à main, Amélie se lève et traverse les couloirs du manoir avec un nouvel objectif. Chaque pas résonnait de la promesse qu'elle relèverait tous les défis qui se présenteraient à elle. Elle est déterminée à protéger l'héritage de son grand-père et à se montrer à la hauteur des valeurs qu'il chérissait. La cupidité et les machinations de ses oncles ne l'arrêteront pas. Guidée par la vérité et la mémoire de son grand-père, Amélie est prête à affronter le monde, certaine que rien ne pourra ébranler sa détermination. Dans le grand hall de la demeure des Girard, l'air est lourd de l'attente des membres de la famille, réunis dans un mélange d'avidité et de curiosité. L'avocat solennel et élégant, M. Dubois, entre dans la salle en portant une mallette qui semble contenir le destin des personnes présentes. Tous les regards sont fixés sur lui, chacun essayant de deviner le contenu qui définira le nouvel ordre de la riche dynastie Girard. « Merci d'être là », commence Dubois, dont la voix résonne avec autorité dans le grand espace. « Nous allons maintenant vous révéler le dernier élément héréditaire de M. Claude Girard, tel qu'il l'a exprimé dans son testament. » La tension monte lorsqu'il ouvre lentement la mallette et en sort une simple enveloppe de papier. Les attentes sont grandes, chaque membre de la famille espérant la révélation d'un artefact inestimable ou d'un chef-d'œuvre caché. Cependant, lorsque Dubois a délicatement déplié le papier et révélé un dessin d'enfant coloré, un silence choqué a envahi la salle. Le dessin, réalisé sur du papier ordinaire, représentait une simple maison sous un soleil souriant, manifestement l'œuvre d'un petit enfant.
La simplicité du dessin contrastait fortement avec le luxe de l'environnement et les attentes des personnes présentes. Un oncle, ne pouvant cacher son dédain, rompt le silence. « C'est une blague, monsieur Dubois. Il s'agit d'un héritage de plusieurs millions de dollars. » Un autre parent ricane bruyamment, la voix chargée de sarcasme. « Ce doit être le dessin le plus cher du monde. Claude a certainement perdu son sens de l'humour avant de partir. » Les rires et les commentaires désobligeants commencent à envahir la salle, tous plus forts les uns que les autres, tandis qu'Amélie se lève lentement. D'un pas ferme et les yeux humides, elle se dirige vers l'avocat qui lui tend le dessin d'un geste respectueux. Tenant le dessin dans ses mains, Amélie le regarde, les larmes coulant à présent librement sur ses joues. Ces lignes simples et ces couleurs vives la ramènent à une époque d'innocence et de joie, à des journées ensoleillées passées aux côtés de son grand-père. Elle se tourne vers sa famille, le cœur débordant non seulement de tristesse, mais aussi d'une conviction renouvelée. « Vous pouvez rire autant que vous voulez », commença-t-elle, sa voix prenant de la force malgré l'émotion évidente. « Mais ce dessin représente quelque chose que vous, avec toute votre cupidité, ne pourrez jamais comprendre. Il représente l'amour et la foi que mon grand-père avait en moi. Il a vu en moi quelque chose qu'aucun d'entre vous n'a jamais pu voir. » L'un des oncles l'interrompt, la voix empreinte de cynisme. « Et qu'a-t-il vu? Une artiste ratée qui a du mal à subvenir à ses besoins ?» Amélie, raffermissant sa posture, regarde son oncle en face. Il a vu quelqu'un qui a le courage de suivre son cœur, quelqu'un qui ne se plie pas au poids de l'or ou aux attentes des autres. « Oui, je suis une artiste, et j'en suis fier, parce que chaque trait que je fais est vrai, quelque chose que tu ne pourras peut-être jamais comprendre. » Un silence tendu s'installe dans la salle, de nombreuses personnes évitant son regard, mal à l'aise ou peut-être interpellées par ses propos. « Ce dessin, poursuit Amélie en brandissant le papier, est le véritable trésor de cette famille, car il représente quelque chose de pur, quelque chose qui n'a pas été corrompu par l'avarice. J'honorerai la mémoire de mon grand-père et je vivrai selon les valeurs qu'il chérissait, et je le ferai quoi que vous pensiez ou disiez. » Après le départ tumultueux de la famille, la grande salle du manoir Girard résonne du silence des secrets non encore révélés. Amélie s'immobilise, tenant le dessin enfantin qui, après avoir été l'objet de moqueries, est devenu le symbole de son héritage. L'avocat, M. Dubois, l'observait d'un air pensif, comme s'il réfléchissait au moment opportun pour révéler un nouveau secret. L'atmosphère est encore chargée de l'écho des rires et du mépris des proches, mais Amélie ressent un calme intérieur, une détermination renforcée par les mots d'amour et de confiance laissés par son grand-père. Remarquant le changement de posture de la jeune femme, Dubois s'approche avec une prudence presque théâtrale. « Mademoiselle Girard, » commença-t-il, sa voix grave se perdant presque dans le vaste espace du salon. « Votre grand-père était un homme aux multiples facettes, une véritable énigme. Il aimait autant les jeux d'esprit que l'art de la discrétion. » Amélie, curieuse, essuie ses dernières larmes et fixe l'avocat. « Que voulez-vous dire, monsieur ?» Avec un œil méticuleux pour s'assurer qu'ils ne sont pas observés, Dubois prend doucement le dessin des mains d'Amélie et le retourne, révélant quelque chose qui était resté caché jusqu'alors. Au dos du papier, une série de chiffres est écrite dans une calligraphie minutieuse et précise. Cette séquence de chiffres, expliqua-t-il, n'est pas un simple jeu de chiffres aléatoires. C'est un mot de passe, une clé vers quelque chose de bien plus précieux et significatif que quiconque dans cette pièce ne pourrait l'imaginer. Amélie, surprise, regarde de plus près. Un mot de passe ? Oui, confirme Dubois, une lueur de complot dans les yeux. Votre grand-père vous a laissé un compte bancaire secret, caché dans un paradis fiscal. C'est le véritable héritage qu'il t'a destiné, loin des griffes de ceux qui pourraient apprécier l'or plus que le sang. Le cœur d'Amélie s'emballe à cette révélation. Les adieux de son grand-père étaient empreints de son caractère typique, rusé et étonnamment amusant. « Il l'a fait ? Il l'a caché dans un dessin ?» demande-t-elle en riant presque malgré la gravité de la situation. « Exactement. Claude était passé maître dans l'art de dissimuler les choses à la vue de tous. Il savait que la vraie valeur ne réside souvent pas dans ce qui est facilement visible, mais dans ce qui est soigneusement caché. » Dubois rend le dessin à Amélie. « Il voulait que tu aies non seulement un gagne-pain, mais aussi une aventure,
Un dernier jeu entre grand-père et petite-fille. Amélie tient le dessin, devenu la carte d'un trésor inattendu, avec un mélange de joie et de mélancolie. Il a toujours aimé ces mystères, murmure-t-elle, touchée par la profondeur de la pensée de son grand-père pour la protéger. Mademoiselle, je vous suggère de prendre les mesures nécessaires pour accéder à ce conte dès que possible. Le monde est vaste et regorge d'endroits qui ne demandent qu'à être explorés par une âme d'artiste comme la vôtre, a conseillé Monsieur Dubois en lui tendant une carte. Quand tu seras prête à commencer ton voyage, contacte-moi. Je vous aiderai du mieux que je pourrai. Le dessin en main et la tête pleine de projets, Amélie quitte l'hôtel Girard. La lumière du jour semble plus vive, l'air plus prometteur. En marchant vers sa maison, chaque pas la rapproche d'une nouvelle vie, une vie d'aventure et de mystère digne des histoires que son grand-père aimait raconter. Elle quittait non seulement une famille qui ne l'estimait guère, mais aussi une existence prévisible, pour un avenir plein de possibilités et de découvertes. Après la révélation surprenante du dessin transformé en mot de passe, Amélie Girard a pris le prochain volume pour le pays lointain où son grand-père avait caché son véritable héritage. Elle voyage avec un mélange d'excitation et d'inquiétude, ayant l'impression de pénétrer dans un roman policier où chaque pas la rapproche de l'inconnu. Lorsque l'avion touche enfin le sol de ce paradis fiscal, un sentiment de surréalité s'empare d'Amélie. Elle est accueillie par un climat tropical qui contraste radicalement avec l'automne parisien qu'elle a laissé derrière elle. Le soleil éclatant, les palmiers ondulants et l'air salin sont comme une invitation à une nouvelle vie, pleine de promesses et de secrets. À l'aéroport, une voiture l'attendait déjà, envoyée par la banque où son grand-père conservait ses biens les plus précieux. Le chauffeur, un homme d'âge moyen avec un fort accent, la salue respectueusement et la conduit à travers les rues animées jusqu'au centre financier de la ville. Pendant le trajet, Amélie ne peut s'empêcher de se sentir comme la protagoniste d'une histoire d'espionnage, chaque coin de rue semblant cacher des indices d'une intrigue plus vaste. Lorsqu'ils arrivent à la banque, une imposante structure de verre et d'acier, Amélie est accueillie par le directeur de la banque, un certain monsieur Martinez. Avec un sourire énigmatique, il la conduit à travers des couloirs calmes et richement décorés jusqu'à un bureau privé, où il lui révèle que tout a déjà été préparé pour son arrivée, selon les instructions méticuleuses de son grand-père. « Votre grand-père était un homme de vision, mademoiselle Girard », dit Martinez en tapant le mot de passe qui permettra d'accéder à ceux que Claude Girard a laissés derrière lui. Il a pris toutes les dispositions nécessaires pour que vous puissiez accéder à son héritage sans problème. La curiosité et le suspense grandissent en Amélie à chaque mot prononcé par le directeur. Après quelques procédures de sécurité supplémentaires, il l'a emmenée dans une zone réservée de la banque, où un ascenseur nécessitait une clé et un mot de passe pour fonctionner. Ils descendirent en silence dans les profondeurs du bâtiment, où l'air devenait plus froid et où le bruit de leurs pas dans le couloir souterrain résonnait comme un signe avant-coureur. Enfin, ils arrivèrent à une porte en acier renforcé, derrière laquelle se trouvait le coffre-fort privé de son grand-père. L'autorisation finale accordée, la lourde porte s'ouvrit, révélant une pièce éclairée par des lumières douces qui se reflétaient sur le métal et les peintures. À l'intérieur du coffre-fort, Amélie trouve des piles d'argent en différentes devises, des lingots d'or qui brillent dans la faible lumière, des titres de propriété et, plus surprenant encore, plusieurs œuvres d'art d'une valeur inestimable, notamment des peintures et des sculptures qu'elle n'a reconnues que dans des livres d'histoire de l'art. Amélie est paralysée par le choc et l'admiration. « Il avait tout », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour le directeur. Et pourtant, il n'a pas pu s'acheter plus de vie ou de santé. Martinez acquiesce avec un sourire triste. « C'est vrai, mademoiselle. Votre grand-père était très riche, mais il savait que la vraie valeur ne réside pas dans les richesses que l'on possède, mais dans l'héritage que l'on laisse. » Dans la chambre forte, froide et silencieuse, entourée des richesses ostentatoires que son grand-père avait amassées au fil des ans, Amélie ressent une vague d'émerveillement et d'isolement. Des lingots d'or scintillaient dans la lumière tamisée, des piles d'argent en différentes devises formèrent des montagnes de papier, et des œuvres d'art inestimables recouvrèrent les murs, révélant l'ampleur de la fortune de Claude Girard. C'était un trésor qui pouvait envelopper n'importe qui dans son aura de puissance et de possibilités. Pourtant, au milieu de ce spectacle de richesse, une simple enveloppe en papier brun semblait presque déplacée, humble et discrète.
Curieuse et instinctive, Amélie s'est approchée de lui et a retiré l'enveloppe d'une petite fente entre deux tableaux de la Renaissance. Elle est légère, presque sans poids par rapport à la valeur qui l'entoure, mais sa présence est inexplicablement magnétique. Elle reconnut l'écriture élégante et fluide de son grand-père sur le recto de l'enveloppe, ce qui accéléra les battements de son cœur. Les doigts tremblants, elle ouvrit délicatement l'enveloppe, révélant une lettre qui semblait contenir plus que des mots, comme si l'esprit même de son grand-père était encapsulé dans le papier. « Ma chère Amélie », commence la lettre, avec l'écriture de grand-père qui parcourt les lignes comme si chaque mot était chargé d'émotion. « Si tu lis ceci, c'est que tu as découvert le petit jeu que j'ai laissé derrière moi. Je sais que les richesses qui remplissent ce coffre peuvent en impressionner plus d'un, mais je connais ton cœur pur et tes rêves vibrants. Tu as toujours cherché quelque chose de plus profond que les paillettes superficielles de l'or ou le statut éphémère que l'argent peut acheter. » Amélie sent les larmes lui monter aux yeux tandis qu'elle poursuit sa lecture, la voix de son grand-père étant presque audible dans son esprit, apportant une vague de chaleur et de réconfort dans le métal froid du coffre-fort. Je n'étais pas impressionné par l'argent, quel qu'en soit le montant. La vraie richesse de ma vie était l'amour que je partageais avec toi, ma chère petite fille. Ton rire, ton art, ta détermination à suivre ta propre voie, voilà les joyaux que je chéris plus que tous les trésors que ce coffre peut contenir. La lettre tremblait dans ses mains, tandis qu'elle en absorbait chaque mot, chaque phrase imprégnée d'amour et d'attention. Le monde extérieur, avec ses exigences et ses attentes, semble disparaître momentanément, la laissant seule avec le souvenir de son grand-père, de sa sagesse et de sa tendresse. « Je veille sur toi de là-haut, ma chérie », concluait la lettre, avec tout l'amour qu'un grand-père peut ressentir. Vis ta vie avec joie, poursuis ta vraie passion, et sache que peu importe où tu es, ou ce que tu décides de faire, mon amour pour toi est éternel. Je t'aime, grand-père. Amélie plia la lettre, la pressant contre son cœur, les larmes coulant à présent librement sur ses joues. Au milieu de tant de luxe et d'abondance, ce simple bout de papier était l'objet le plus précieux du coffre-fort, un lien direct avec l'homme qui avait façonné une grande partie de sa vie et de ses valeurs. Les larmes coulent à flots sur le visage d'Amélie, qui tient fermement la lettre de son grand-père, chaque mot résonnant profondément dans son âme, chaque phrase révélant l'incommensurable richesse d'amour et de sagesse que son grand-père lui a léguée. Le coffre-fort, rempli de trésors matériels, lui parut soudain petit et insuffisant comparé à l'héritage émotionnel contenu dans ce simple bout de papier. Amélie sent son cœur déborder d'un mélange de gratitude, de nostalgie et de détermination renouvelée. Elle resta immobile de longs instants, se laissant envahir par ses émotions, chaque sanglot étant l'écho des nombreux souvenirs partagés avec son grand-père. L'atmosphère froide et silencieuse de la chambre forte contrastait avec la chaleur des souvenirs qui la réchauffaient à présent. Enfin, le visage encore baigné de larmes, elle se leva, la lettre fermement appuyée contre sa poitrine comme un bouclier fait de mots d'amour. Monsieur Martinez, qui l'observait respectueusement à distance, s'approche à pas prudents et lui tend un mouchoir. « Mademoiselle Girard », commence-t-il, sa voix douce rompant le silence. « Votre grand-père était vraiment un homme exceptionnel. » Amélie regarde le directeur de la banque à travers ses yeux brouillés par les larmes, son visage encore marqué par la douleur et l'amour. « Merci, monsieur Martinez », dit-elle, la voix tremblante mais claire. « Il a toujours su toucher nos cœurs. Il m'a plus appris sur la vie et l'amour que sur n'importe quelle richesse. » Le greffier acquiesça, son regard doux exprimant une profonde compréhension. « Il vous a laissé très bien préparé au monde, mademoiselle, pas seulement avec des richesses, mais avec les vrais trésors que sont le caractère et la passion. » Amélie remet la lettre dans l'enveloppe aussi délicatement que s'il s'agissait du plus fragile des cristaux. Elle sait que ce moment marque un tournant dans sa vie. Le véritable héritage laissé par son grand-père ne résidait pas dans les objets de valeur qui remplissaient le coffre-fort, mais dans la force et l'amour qu'il lui avait inculqués. Déterminée, elle essuie ses larmes et se tient debout, prête à affronter l'avenir sous un jour nouveau. « Je vais vivre ma vie aussi pleinement et joyeusement que possible », a-t-elle déclaré, plus à elle-même qu'à son manager. « Je vais élever une belle famille et j'espère un jour être une grand-mère aussi merveilleuse que mon grand-père l'a été pour moi. Je veux transmettre l'amour et la sagesse qu'il m'a donnés. » Forte de cet engagement renouvelé,
Amélie a quitté le banc, chaque pas lui paraissant plus léger que le précédent. Elle a marché à ciel ouvert, chaque respiration lui rappelant l'héritage de son grand-père. Elle ne portait pas seulement son héritage financier, mais aussi un héritage émotionnel bien plus précieux, la capacité d'aimer profondément, de vivre sincèrement et de donner généreusement. Amélie savait que chaque jour à venir serait l'occasion d'honorer la mémoire de son grand-père, en vivant non pas pour elle-même, mais pour les valeurs qu'il avait si affectueusement cultivées en elle. L'amour de son grand-père ancrant son esprit, elle était prête à construire une vie de joie, un hommage durable à l'homme qui avait été bien plus qu'un mentor. Il avait été son monde. Des années après avoir découvert le véritable héritage de son grand-père, Amélie est devenue une personnalité remarquable, non seulement pour sa richesse, mais aussi pour sa générosité et son engagement en faveur de causes altruistes. En tant que philanthrope, elle a canalisé non seulement les ressources financières dont elle avait hérité, mais aussi l'esprit de bienveillance et d'amour que son grand-père avait toujours encouragé. Aujourd'hui, en tant que grand-mère, elle cultive un nouveau jardin de vie, en enseignant les mêmes leçons de compassion et d'amour inconditionnel que Claude lui avait transmises. Par un après-midi ensoleillé, Amélie est assise dans le jardin où, il y a des décennies, elle a passé d'innombrables heures aux côtés de Claude. Les arbres centenaires se balançaient encore doucement dans le vent, chuchotant des secrets anciens et nouveaux à qui voulait bien les entendre. 16 petits enfants couraient dans le jardin, leurs rires emplissaient l'air d'une musique qui faisait danser le cœur d'Amélie. Elle regardait les enfants jouer, leurs petites silhouettes vibrant d'énergie et d'innocence, et un sourire serein se formait sur ses lèvres. Les moments qu'elle avait passés avec son grand-père dans ce même espace semblaient à la fois lointains et incroyablement proches, un pont à travers le temps reliant les générations. Amélie se souvient des leçons de Claude, de ses histoires, de son rire contagieux et, surtout, de sa capacité à trouver la beauté et le sens dans les choses simples de la vie. Il lui avait appris que la vraie richesse ne se mesure pas à l'or ou au bien, mais aux relations humaines, à l'amour partagé et aux expériences vécues. Aujourd'hui, en regardant ses petits-enfants, elle éprouve un profond sentiment de gratitude pour avoir pu transmettre ses valeurs. L'héritage de Claude n'était pas seulement dans les musées ou sur les comptes en banque, il était vivant, respirant dans les jeunes cœurs qui jouaient devant elle. Ils étaient son véritable héritage, un trésor bien plus précieux que n'importe quelle somme d'argent. Alors que les petits courent vers elle, les mains tendues et les visages illuminés de sourires, Amélie serre chacun d'entre eux dans ses bras avec tout l'amour qu'elle possède. « Mamie, mamie, viens voir ce qu'on a trouvé !» crie-t-il en la tirant par la main avec la délicieuse urgence de l'enfance. Et en se levant pour participer à l'aventure, elle savait que chaque instant était un fil d'or dans la tapisserie riche et colorée de leur vie. La vraie valeur de la vie, pensait Amélie en suivant les pas légers de ses petits-enfants, était là, dans les petites mains qui tenaient les siennes, dans les jeunes cœurs qui batteriaient d'impatience et dans les histoires qui n'avaient pas encore été racontées. Le cœur plein et l'esprit reconnaissant, elle savait qu'elle honorait parfaitement la mémoire de Claude, perpétuant son héritage d'amour, de rire et de générosité. C'est une véritable bénédiction que de pouvoir vivre ainsi, en tissant de nouveaux rêves dans la terre où son grand-père a planté les premiers.